다 도마 넘버링에 사물로야. Tout d'abord, bonjour à tous, Tachidele. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Guru Vajradhara Taisito Rinpoche. Donc tous ensemble, donc, nous allons réciter ensemble à 3 reprises la prière de longue vie à Taisito Rinpoche composée par le précédent Drupal Dechen Rinpoche, afin qu'il puisse vivre longtemps et qu'il puisse faire le bien des êtres et du Dharma tel qu'il le souhaite. Ensuite, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment et avant-hier, je vais commencer par évoquer les dates de naissance des différents karmapas du 1er au 8e, au 7e plutôt. Donc aujourd'hui, les références que je vais utiliser viennent principalement, les dates de la biographie du 7e Karmapa Kshara Gamso écrite par Gosri Paljorden Drup, le premier Gelsa Rinpoche. En fait, il y a beaucoup d'exposés chronologiques des vies des Karmapas, notamment un qui a été fait par Pautsu Lantringwa. Et aussi un Kempo de Kurab Gonsal qui s'appelle qui a écrit aussi de cette chronologie aussi, mais peut-être Gosri Paljorden Drup est beaucoup plus ancien que les autres. Donc, et puisque c'est ce qui est contenu à l'intérieur de cette chronologie est excellente, j'ai décidé de l'utiliser pour aujourd'hui. Jusqu'au 6e Karmapa, toutes les dates de naissance ainsi que la 7e, que les dates de naissance pour le 7e, il existe 2 versions de ce texte. La première est mise a été écrite par Rabjung Kunken Sogiroje Mipam Chogi Gyalpo, qui est sous forme de note, qui sous forme de note a écrit la biographie du 7e Karmapa.
Et la seconde est un manuscrit de 3 pages intitulé Les dates des incarnations des Karmapas. De ces deux, tout est expliqué, le nom des clans, les lieux de naissance, les dates de naissance, les noms des parents, le prénom, le nom monastique, son nom de naissance, son nom de monastique, la durée de vie et la date et l'année, le mois de décès de chacun de ces 7 karmapas. Donc dans cette biographie du 7e karmapa, je me suis donc inspiré de cette biographie écrite par le 7e karmapa pour en faire un tableau. Mais dans ce tableau, je n'ai pas mis les clans ni les anciens noms des lieux. Parce que, par exemple, pour un clan, il y a beaucoup de divisions. Donc, si j'expliquais toutes les divisions, ce serait un peu trop compliqué pour vous. Ça serait même ennuyeux et vous aurez de la confusion. Vous ne saurez plus qui appartient à qui, dans quel clan. Et en particulier, de nos jours, on ne fait pas beaucoup de distinction entre les clans, entre les familles. Donc, c'est pour cette raison que je ne les ai pas incluses. Par contre, il y a aussi donc les noms des lieux de naissance. Et j'ai pris les noms modernes de manière à ce que vous puissiez les retrouver en cherchant sur Internet ou sur une carte. Donc, je n'ai pas écrit l'orthographe ou l'écriture ancienne des anciens, de ces mots anciens, tels qu'ils sont dans le texte originel, d'origine. Mais comme je les ai ajoutés, qui ne sont pas dans l'original, je les ai marqués en rouge. Comme ça, vous pouvez savoir ce que j'ai rajouté. Donc, il y a aussi, pour rendre les noms de karma un peu plus faciles à comprendre, j'ai aussi écrit légèrement, j'ai écrit le nom des différents karmapas différemment, différent de l'original, et je l'ai aussi écrit en rouge. Tout le reste, pour que ce soit plus facile pour vous à vous retrouver, parce que les karmapas ont plusieurs noms. Donc, j'ai marqué le nom celui qui est employé maintenant. Pour savoir où se trouvent les lieux de naissance aujourd'hui et quel est leur état actuel, il y a quelques années, j'ai souhaité et j'ai fait part de mon souhait à quelques amis du Dharma qu'ils se rendent sur les lieux réels et qu'ils fassent des recherches. Donc, non seulement ils ont fait des recherches, mais ils ont aussi acquis une bonne compréhension des situations. Et nous avons recherché ensemble tout ce qui était discutable et avons pu identifier la plupart d'entre eux. Mais il en reste encore quelques-uns qui nécessitent des recherches plus approfondies. Donc, ces personnes ont pris je vais utiliser les photos qu'ils ont prises lors de leur recherche et qu'ils m'ont fournies.
Et j'utilise également certaines histoires anciennes que j'ai lues comme source en les décrivant brièvement. Et je voudrais utiliser cette occasion pour toutes ces personnes qui sont allées, pour remercier toutes les personnes qui sont allées rendre visite, aller dans ces lieux de naissance des 10 Karmapas pour leurs efforts et pour toutes les personnes qui les ont aidés. Je veux les remercier. Mais avant de commencer, il y a quelque chose que je dois vous expliquer. Je pense que c'est important, pas que c'est nécessaire. Par exemple, le lieu de naissance du premier Karmapa, du Sumkhenpa, c'est est dans la région de Trewo. C'est dans le Kham. Mais ce lieu, Trewo, est le lieu de naissance du premier Karmapa, du 9e Karmapa, du 4e Karmapa, et des Shamarpa, et du 4e Shamarpa, Shenga Shendrak. Et jusqu'à l'époque du 10e Karmapa, dans la région de Trewo, il y avait beaucoup de lamas et de monastères Kagyupa. Et en outre, l'élève du 7e Karmapa, Chakmo Goshri, a aidé les enseignements du Karma Kagyu à s'épanouir considérablement, tant sur le plan du Dharma que dans le plan politique. Mais plus tard, après la destruction par les armées du Moghol Gushikan, seuls les monastères de Bengan, le monastère de Ridrak et le monastère de Gongsa, à part ces 3 monastères, tous les autres monastères ont été réduits en ruines. Il n'en reste plus rien que des ruines. Donc pour cette raison, c'est pour ça que de moins en moins de gens se sont intéressés à l'histoire associée au Karma Kagyu. Et plusieurs siècles se sont passés. Et beaucoup de gens ne savent plus faire la différence entre les différentes incarnations du Karmapa et des Karmapa et des Shamarpa, et souvent mélangent leurs histoires respectives. C'est pour ça que les nombreuses histoires restantes, lorsque vous cherchez les sources, les gens disent qu'il n'y a pas vraiment de source, et ils vous les racontent à l'oral, mais on ne sait pas si c'est la véritable histoire telle qu'elle a été. Donc pour nous, essayer de comprendre, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut savoir tout simplement. Donc lorsque nous identifions les lieux des événements historiques, il est important donc de bien savoir qui sont les personnages, et il faut bien se souvenir aussi des différents personnages qui ont fait l'histoire. Et de continuer à se souvenir de leurs histoires et des traces réelles de leurs actes. Il n'y a aucun intérêt et besoin de débattre si l'on ne se base pas sur des références. Je sais. Donc moi, je vais vous expliquer les choses, pas dans le but de débattre ou de dire toutes sortes de choses, simplement à partir des faits. Donc, le lieu de naissance du Sumkhenpa, le premier Karmapa, le lieu de naissance du Sumkhenpa, du seigneur du Sumkhenpa, voilà la photo, c'est la photo du véritable endroit.
Et voilà le tableau que j'ai fait moi-même. Donc si vous regardez ce tableau, vous voyez que le lieu de naissance, je l'ai mis en bleu. C'est le nom tel qu'on l'appelle maintenant. Et c'est Ratak. Le père s'appelle Gompa-Dorje, la mère Lato Sanrang. Et l'année, c'est l'année tigre de Fermal. Son prénom, c'était Gepel. Et son nom monastique, le plus connu, c'est Chögyarpa. Il a vécu 84 ans. Ça, c'est la façon tibétaine de calculer, 84 ans. Sinon, en mode occidental, ce serait plutôt 83 ans. Donc, il est décédé le troisième jour du premier mois lunaire de l'année. L'année du bœuf aux femelles, au monastère de Surpo. Donc, il est dit que le lieu de naissance de Sumkempa, c'est à Rata, dans la région de Che. Donc, donc, dans ce texte, il est dit que Dusungapa est né à Tre Ratak. Alors, Tre, c'est quoi? Donc, il y a différentes orthographes du mot Tre. Et parfois, on l'appelle Tre, K-R-E ou T-R-E, ça dépend comment on va le prononcer. En tibétain, les orthographes aussi diffèrent. C'est la région de Trewo. Et aujourd'hui, c'est dans le district de Kardze. Et il en va de même pour le lieu, Ratak. Certains l'orthographient Ratak, Ratagatak, ou alors Ratsagatak, Ratatsagatak, ou alors Rataj, Ratsatagatak en tibétain. Donc, mais l'orthographe la plus commune, c'est Ratak, avec cette orthographe en tibétain, Ra et Satatagatak. Donc, il est né à Tre Ratak. Mais de nos jours, beaucoup disent que le lieu de naissance de Dusungpa est à Bochok Dongso. Et on dit qu'il y a encore des descendants de sa famille qui vivent là-bas. Donc, et ils ont beaucoup d'histoires reliées à l'époque de Dusungpa. Et puisqu'il montre des objets réels et il raconte aussi des histoires, beaucoup de gens pensent qu'il est vraiment né là-bas. Cependant, en 2010, lorsque nous avons célébré le 900e anniversaire du Sumkempa, nous avons fait un documentaire vidéo et nous avons dit qu'il s'agissait de la région de Bochok, Dongso, son lieu de naissance. Mais d'une manière je m'intéresse généralement beaucoup à l'histoire et on ne parle pas, dans les livres d'histoire, on ne parle pas de la région de Bochok, mais on parle qu'il est né d'Aratak dans le Tre. Donc pour moi, je pense que j'ai des doutes par rapport au fait que Karmapa Dusungpa soit né à Bochok. Mais il y a un an ou deux, j'ai reçu un vieux document et quand j'ai lu ce document, j'ai dissipé tous mes doutes par rapport au lieu de naissance de Dusungpa. Donc ce texte que j'ai reçu, je vous le montre là en photo. Donc ce texte, il s'appelle Lami Dorje Singma. Donc celui qui a rédigé ce texte, c'est le médecin personnel
et le disciple aussi du 8e Karmapa Mikyo Dorje, le docteur de Mikyo Dorje, qui s'appelle Nye Gelong Shankarwa Jigme Nagigatsu. Donc le sujet de cette lettre, il est dit que la réincarnation de Mikyo Dorje, qui est Karmapa Wanchuk Dorje, est née au pied du mont Kawalang dans le Batre à Taksang. Et le 5e Shamapa avait envoyé plusieurs moines pour lui offrir des vêtements et de la nourriture. Et il a envoyé donc Gelong Shankarwa, Gomchen Shukyokunga et 10 autres moines du grand campement pour lui offrir vêtements, nourriture, etc. Et ils ont commencé, ils sont partis de Lutsang au Tibet central et ont écrit un document relatant les situations qui se sont présentées à eux tout au long du chemin, en commençant par Lutsang au Tibet central. Ils ont écrit les régions, les monastères, leur histoire, etc. Et tout ça dans un récit qui s'appelle le récit de voyage, les éclats Vajra, Naimik Dorje Sigma. Donc ils ont expliqué tous quels étaient les monastères qu'il y avait dans cette région, et ils expliquent aussi très clairement ici où est le lieu de naissance de Dusung Khenpa. Et je pense que pour les personnes qui font les recherches sur l'histoire de Treo et surtout sur Dusung Khenpa, et c'est un texte très important, très précieux. C'est pour ça que je me base sur ce récit de voyage et je l'ai aussi complété avec d'autres histoires anciennes. Et j'ai pensé vous faire une présentation brève du lieu de naissance de Dusung Khenpa. Donc, dans ce récit de voyage qui s'appelle Les éclats de Vajra, qui est expliqué, toute la signification, enfin tout ce qui est dans ce texte est écrit en poésie, en vers. Donc moi, pour rendre sa compréhension plus simple, j'ai réécrit la signification de ces vers en prose. Alors il dit, lorsque je suis arrivé à Treo, la première chose que j'ai vue a été Tretre Kangri Yukar, la montagne des neiges de Yukar dans le haut Tre. Donc c'est la photo que je vous montre. Maintenant on n'appelle plus ça Kangri Yukar, mais on appelle ça Tri Yukar. Donc c'est le premier lieu qu'ils ont vu. Ensuite ils sont allés à Chakrasamka. Ensuite ils sont arrivés au monastère du Karmapa appelé Guntra. Donc la carte que je vous montre, elle est en chinois. Donc vous n'allez peut-être pas comprendre, mais moi je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas déjà été à Treo, dans le lieu de Treo, moi je n'ai pas été là-bas, mais je vais quand même essayer de vous expliquer les choses le plus clairement possible. Donc il y a Guntramo, un monastère du Karmapa. Et dans ce lieu, il y a l'empreinte du sabot laissé par le cheval de Shodar Gamso, le 7e Karmapa, qui s'appelle Zamluing Norbu. Donc c'était une empreinte de sabot laissée par le cheval. Donc, à mi-journée, ils disent, le texte continue, j'ai vu Bungchok, le lieu de naissance du 4e Shamar Rinpoche. Et moi, si je vous le montre du doigt sur la place, sur mon écran, vous n'allez pas le voir.
Puis, à la distance de la portée d'un son de conque, j'ai vu les ruines du monastère de Trekamjing, le monastère de Trekamjim, qui avait été construit par du Sumkempa, mais qui était brûlé par le Lama Sakya Chakmo Tanakshen. Donc il y avait un monastère qui s'appelait Trekamjim, et le Lama Sakya, qui s'appelle Chakmo Tanakshen, l'a brûlé et l'a réduit en ruine. Ensuite, et nous avons vu le monastère de Taragun. Donc c'est le monastère, je ne sais pas comment il est, mais il s'appelle Taragun. Ça veut dire le monastère enclos du cheval. Mais je n'ai pas la bonne photo, je pense. Donc ne faites pas trop, prenez pas trop pour acquis toutes les photos que je vous montre, mais plutôt ce qui est écrit. Avec ces 3 monastères sur différents niveaux, à l'époque, on se demandait encore s'il s'agissait d'un monastère Sakyapa ou Kagyupa. Puis, il y a un endroit aussi éloigné au son d'une conque, j'ai vu le lieu de naissance de Dusum Kempa, Trewo Rantak. Rata ou Rantak, c'est la même chose. Donc, c'est le lieu de naissance de Dusum Kempa et Trewo Rantak. Donc, voilà la photo de Trewo Rantak. Donc, si on regarde vers l'ouest, il y avait autrefois une tour appelée Shekar, qui avait été construite lorsque Senlasa était la femme du seigneur de Ling. Mais plus tard, elle a été détruite, et sur ces ruines, un certain nombre de maisons ont été construites sur ces ruines. Mais, même si le monastère n'était plus là, les maisons s'appellent encore Shekar. Donc, gardez le nom. Puis, si un endroit situé à l'est, donc aussi à un endroit à une distance de la portée d'un son de conque, donc il y avait un stupa dans lequel on avait mis le manteau de peau de chèvre de Dusum Kempa. Et un stupa dans lequel donc, il y avait cette cape de manteau dans peau de chèvre de Dusum Kempa, une écharpe et une poche de silex, des pots, etc. Et il y avait un temple à 2 étages et les peintures murales ont toutes été peintes plus tard. Et sur le chemin qui l'entourait, il y avait des traces de pas, des empreintes de pieds de Dusum Kempa. Et on parle, et c'est le stupa qu'on appelle Ratsa. C'est un stupa qui est connu et c'est celui-là. Et c'est des Sakyapa qui en prennent soin. Donc si on va sur les hauteurs de Ratak, si on va un peu plus haut, il y a une grotte qui s'appelle où Dusum Kempa a pratiqué Paldenamo. Et elle s'appelle Hamopuk, la grotte de la déesse. Et dans cette grotte, Dusum Kempa a vu Paldenamo, la déesse, et il a vu qu'elle s'est dissoute dans la paroi rocheuse.
Et on peut y voir l'image spontanément apparue de Paldenamo dans la paroi rocheuse. Et il y a aussi beaucoup de mantras en syllabes écrits par Dusum Khenpa et beaucoup d'autres histoires que je n'ai pas le temps d'expliquer, beaucoup de choses. Puis, le contexte donc continue lorsque j'ai vu, non, donc quand j'ai lu ce récit de voyage pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il était clair que le lieu de naissance de Dusum Khenpa était Ratak et non pas que Bochok ou Bumchok. Bochok ou Bumchok, ce sont deux noms. Bum, c'est dans le sens de Bumpa parce que ça a la forme d'un vase. Mais je pense que le lieu de Bumchok est le lieu de naissance du 4e Shamarpa. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, pour diverses raisons, il arrive que nous confondions les incarnations antérieures et postérieures que nous confondons les karmapa et les sharmapa, et que nous avons donc pu nous tromper sur le fait de savoir qui est karmapa et qui est un shamarpa. Il est possible que les descendants de la famille de karmapa aient déménagé aussi et qu'ils disent toujours que le karmapa est né dans leur famille, dans leur famille et dans ce lieu. Donc c'est possible qu'il raconte comme ça cette histoire. Donc je pense qu'il faudrait, c'est important de bien observer, de bien étudier les choses. Et particulièrement dans l'histoire, dans la biographie détaillée du 4e Shamarpa, ce serait bien de regarder dans sa biographie même, du 4e Karmapa. Je pense que pour nous aussi, les Kagyupa, ce serait très bien de faire des recherches, de bien étudier, et autant que possible, en utilisant autant que possible les histoires anciennes comme source. Donc je ne peux pas dire catégoriquement que tout ce que je vous ai dit, c'est exactement la vérité, en raison des limites que l'on a par le temps, mais c'est... Et je pense que plus tard, je devrais faire plus de recherches et écrire plus en détail sur la région de Chewo, sur le lien entre Chewo et les Kagyu, sur les lieux de naissance du 1er Karmapa, du 9e Karmapa, du 4e Shamar, etc. Si j'arrive à écrire quelque chose là-dessus, cela permettra de combler un vide qu'il y a dans l'histoire de Chewo. Donc ça, c'est un peu l'idée que j'ai. Nous allons peut-être faire la pause maintenant, je pense, même si c'est que 48. On se retrouve cette fois-ci dans 40 minutes pour la deuxième partie. Donc ensuite, donc l'année de naissance de Dusum Khenpa, je vais un peu détailler là-dessus. Vous le savez, et vous savez aussi que la première l'une des activités les plus importantes de Dusum Khenpa a été de fonder de nombreux monastères. Karma Kamsang. On parle notamment de 3 principaux monastères, 3 sièges monastiques. Et il existe plusieurs façons d'identifier ces 3 sièges monastiques. Et on parle des monastères du centre, côté en haut, au milieu et en bas. On parle aussi des monastères corps, parole, esprit. Donc, ce sont différentes façons d'exposer ces 3 monastères.
Donc la raison pour laquelle on les appelle les monastères du corps, de la parole et de l'esprit, c'est en lien. C'est en lien avec quand le Dhamma en union, et ça fait partie des trois roues, les trois chakras de chakra Samvara, et de corps de rapport et l'esprit de Kasha Samvara. Donc lui-même, donc lui-même, il a médité, s'est médité en tant que Korlodem Shok et à Kamponenang, à Tsopu, et aussi dans le troisième, j'ai oublié le nom, Ormin. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle les corps, parole, esprit. Mais aujourd'hui, je vais l'aborder sous sur les sièges monastiques avec les monastères du haut, du milieu et du bas, et aussi de corps, parole, esprit, activité et qualité, qualité et activité. Donc le sixième Shamapa, Choki Wanchuk, a écrit dans son guide de Kamponenang ce que je vais vous expliquer. Donc Shamar Choki Wanchuk, dans son guide sur Kamponenang, écrit que les disciples de Gampopa étaient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Mais il a dit à plusieurs reprises à Desum Khenpa, j'ai le plus grand espoir en toi, Kampa aux cheveux blancs. Et il lui a confié les enseignements Kadjupa. Et il lui a dit, fais une retraite à Kampa Kangra dans le Kam. Et votre bénéfice pour les aides se répandra dans tout le Kam, Lu et le Tsang. Et conformément à ces deux prédictions, de Sumkhenpa se rendit au Kam et se retira, fit des retraites dans cet endroit. Il y trouva l'accomplissement suprême. Donc il réalisa la nature des phénomènes et trouva l'accomplissement suprême à Gamponenang. Et il s'occupa de nombreux étudiants et fonda ainsi son premier siège monastique. Puis il fonda Kamagun et Tsopu, le monastère de Tsopu, qui sont devenus les trois grands sièges. En général, on parle de 5 grands principaux sièges du Karmapa. Mais Gompo Kangra est le site du corps, Ogmin Kangra est le site de la parole, et Toshung Solpu est le site de l'esprit. Pongri à l'est, c'est les qualités, et Dakpa Pampok est le site de l'activité, le siège de l'activité. C'est ainsi que le sixième Shamapa identifie les différents sièges monastiques. Donc Kamponenang, c'est le premier des sièges monastiques comme ça. Et maintenant, c'est devenu un monastère Gelugpa. Donc, à partir de là, il a construit les autres centres monastiques. Donc, Kamponenang, Kampo Kangra est le site du corps, Karma est le site de la parole, Surtout le site de l'esprit, Pongri à l'est les qualités et Pampuk les qualités, l'inverse, qualité et activité. Donc c'est ce que dit le sixième Shamarpa. Et qui les divise donc en corps, parole, esprit, qualité et activité. Et le 13e Karmapa de Dutangé écrit que le siège de Sopus, c'est le site du corps, le site intermédiaire de Ogmin, Karma, c'est de la parole, et de Kamponenang, c'est le site de l'esprit. Donc voilà pourquoi on parle des sites de corps, parole, esprit, et c'est en lien avec Korlodem Shok en union.
Donc il y a les trois lieux sacrés de la parèdre qui sont Seri, Lachi et d'autres lieux sacrés. Donc les trois lieux sacrés de Korlodemchok, donc la partie masculine, sont ces trois principaux sièges de Karma Kamsa. Donc dans les questions-réponses avec le maître de discipline, Gyaltsen, ici donc le 13e Karmapa dit que le siège supérieur de Tsurpu est le siège du corps et le site intermédiaire de Oming Karma est le site de la parole et Kamponenang est le site de l'esprit. Et Kamchim dans le trait est le site des qualités et Para est le site de l'activité. Bien que cela soit... Donc le lieu des qualités va être différent selon les auteurs. Le 6e Shamarpa dit que va dire différemment du 13e Karmapa du Dudaje parce qu'il dit que c'est Kamchim, dans la région de Kamchim. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en quelque sorte que Pangpu, que Tre Kamchim, c'est en fait le monastère de Pangpu, mais en réalité, le monastère de Pangpu n'est pas dans la région de Tre, donc cela ne peut pas être assez. Donc, dans la guirlande d'or des lignées Kamakam-Sang, il est écrit que il y a une citation de l'autobiographie de Karma Pakshi qui dit « En l'année du Rad à Tsurpu, à minuit, le 29e du 6e mois lunaire, je ne sais pas dans quelle année ça correspond en occidental, mais à minuit, le 29e jour du 6e mois lunaire, dans l'année du Ra, à Tsurpu, le protecteur Bernakshen, avec ses cheveux, atteignant le ciel et portant un manteau noir qui couvrait la terre et portant une chaîne de cœur, est apparu. Donc le Bernakshen était vêtu d'un collier de cœur. Alors combien y en avait-il? Il y en avait probablement 150. Donc voici l'expérience de méditation, ce qu'il a vu en méditation. Donc lorsque cette vision s'est produite, Karma Pakshi s'est demandé ce que c'était, et la nuit suivante, il a offert une grande torma, et par sa clairvoyance, il vit que le lieu de naissance de Dusum Kempa, Kamching Atre, avait été détruit par des gens malfaisants. Et donc là, c'est écrit que le Tre Kamchim est le lieu de naissance de Dusum Kempa. C'est très clair écrit en sur blanc ici. Mais que des mauvaises personnes, que les personnes malfaisantes l'ont détruite, et que donc maintenant ce monastère n'a plus de propriétaire, qu'il est comme en ruine. Donc cela montre très bien que Tre Kamchim, c'est vraiment le lieu de naissance de Dusum Kempa. Et on parle aussi dans l'époque du 7e, dans les œuvres de Chodra Gamso, on parle aussi beaucoup de Tre Kamchim comme étant le lieu de naissance de Dusum Kempa.
Donc on voit bien qu'il n'y a plus de doute sur le fait que Trekamting est aussi le lieu de naissance de... C'est pareil que Rata, le lieu de naissance de Tsumgepa. Donc à l'époque du 7e, il n'y a donc aucun doute. Cependant, à l'époque du 7e Karmapa, chez Drangamso, il est dit que Trekamting était le siège de l'activité et qu'il était toujours là lorsque Shedra Gamso est allé à Tre. Mais aussi, dans la biographie du 9e Karmapa, le monastère de Trekamting ou cette région n'est même pas mentionné dans sa biographie. Et comme on n'en parle pas donc, à l'époque du 9e Karmapa, mais qu'on en parlait à l'époque du 7e Karmapa, je me demande que peut-être qu'à l'époque du 8e Karmapa, il a été détruit. C'est ce que je pense. Ensuite, le lieu de l'activité mentionné par le 13e Karmapa, Para, je n'ai pas réussi à identifier où cela se trouvait. Donc le lieu de l'activité, il y a beaucoup de façons de l'aborder, différentes sources, selon différentes sources. La manière dont le fond du Duldoje ou les autres maîtres. Plus tard, le Jangkutru Lodjotaye, dans l'histoire du Dharma non sectaire, il dit les sièges sont surtout à Tolum, Karma Ringling et Karma Nenang, les trois chakras du corps, de la parole et de l'esprit. Pungri à l'est, Kamting à Tre sont les lieux, sont les sites des qualités, et Bara et Dramatuchi sont les sites de l'activité. Ces talents, à partir d'eux, il y a des centres de retraite et des monastères couvrant une grande superficie. Ces jours-ci, lorsque nous sommes arrivés à un âge dégénéré où les enseignements sont en déclin, la plupart de ces sièges sont tombés en ruine. Mais grâce à la bonté de l'omniscience de Jungne et à ses réincarnations, les braises de l'enseignement ont été rallumées dans le Kam. Et les enseignements de la pratique et de la réalisation Karmakayu ont été ravivés. Donc là, il y a encore des différences parce que les lieux de l'activité et des qualités sont encore différents. Ce qui fait 4 possibilités pour les lieux de activité et qualité. Ensuite, Palpung a été bien sûr désigné comme une des principaux monastères Kamsang. Donc là, on parle de milieu supérieur et inférieur. Donc cela fait référence selon la donnée de géographie tibétaine, mais il ne s'agit pas dans l'ordre de laquelle ils ont été fondés. C'est par rapport à la géographie, le nord, le centre et le sud de la géographie tibétaine et non pas par rapport à l'ordre chronologique de leur fondation. Le monastère de Tsopu, à Tolung, est au Tibet supérieur. Au milieu, il y a Okmin Karma. Et le Kompo Kangra est au Tibet inférieur, parce que c'est en dessous. Donc, en bref, les 3 sièges et les 5 sièges, ou les 5 lieux sacrés,
devrait être présenté comme étant associé à Dusum Khenpa. Mais, comme dit précédemment par le 6e Shamarpa, le lieu de l'Est de Pungri a été pour les qualités a pourtant été fondé par Kamapashi, donc il ne devrait pas être inclus ici dans les monastères de Dusum Khenpa. Cependant, je ne sais pas pourquoi on a associé à Dusum Khenpa ce monastère. Alors peut-être, c'est peut-être lors de la destruction de Chekam Chim qu'il a été ajouté, c'est ce que je pense. Donc certaines personnes considèrent que le monastère de Pangpuk à Dop est aussi un des sites, et le site de qualité de Karmapa. Mais certaines personnes doutent qu'il a été fondé par le Dusum Khenpa. Mais l'histoire écrite à l'époque du 10e Karmapa dit qu'il a été fondé par Dusum Khenpa, donc je pense qu'il n'y a pas de place pour le doute. Dans ce que dit Jambon Control, on parle des activités, des lieux de l'activité qui sont éveillés, qui sont Bara et Para. Donc il y a aussi le 13e Karmapa les a mentionnés ainsi. Mais je ne sais pas où il se trouve. Et Dramadushi est ce que l'on appelle maintenant Nimatsongron. Et ça, c'est un endroit qu'on peut identifier. Donc pour résumer, il y a de nombreux monastères fondés par les Karmapa, père et fils de cœur, et aussi celui fondé par le 16e Karmapa, qui est Romtek, Churu Chukoling. On peut le considérer comme un siège principal, mais par rapport à l'histoire, il y a les 3 sièges et les 3 sièges principaux du corps de la parole et de l'esprit et les 5 sièges corps, parole, esprit, qualité et activité. Donc si nous incluons tous ceux fondés par les Karmapa postérieurs, il y en a eu beaucoup. Parce que si on les rassemble tous, on n'aura pas que simplement 5 monastères principaux, on en aura une 50aine. Donc, à qui accorder le monastère principal ou pas, on peut débattre beaucoup longtemps là-dessus. Donc, en bref, la raison pour laquelle je vous ai présenté donc ces 3 corps, parole, esprit ou corps, parole, esprit, qualité et activité, c'est que Dusum Khenpa est allé, comme Gampopa l'a prophétisé, et a pratiqué à Kamponalang. C'est là qu'il a réalisé la vérité de la nature des phénomènes. Et il a eu beaucoup de disciples à cet endroit-là. Et il fonda ainsi un monastère qui est devenu célèbre sous le nom de Kamponenang. Et c'est à cette époque-là que le nom Kamponenangwa ou Karma Kamsan Kagyu, le nom est apparu. Et c'est parce que c'était dans le lieu de Kamponenang qu'on appelait cette tradition la lignée Kamsangwa. Puis plus tard, il fonda Tsurpu, Kamagun. Puis plus tard, Karmapakshi restaura les 3 monastères et il diffusa et préserva les enseignements. Et comme Kamponenang est le premier, donc le premier c'est Kamponenang, c'est à Akshobhya, le deuxième c'est Maitreya, Gampo. Donc le nom Karma Kagyu, probablement que le nom Karma Kagyu est apparu à l'époque de Karmapakshi ou légèrement après Karmapakshi. Et c'est pour cette raison
qu'en général, tous les karmapas sont les maîtres des enseignements Karma Kamsang, mais parmi eux, Jedu Sungempa et Karma Pakshi sont ceux qui ont les fondateurs de la lignée Karma Kamsang. Ce sont vraiment les principaux fondateurs. Ces deux-là sont les deux principaux fondateurs de la lignée Karma Kamsang. Et c'est pour ça que les monastères qu'ils ont eux-mêmes fondés sont devenus très importants et qui ont pris une grande place dans l'histoire. Et particulièrement les monastères fondés par Dusum Khenpa sont les principaux monastères de Karma Kagyu. Donc les monastères construits par Dusum Khenpa et Karma Pakshi sont maintenant il y en a beaucoup qui ont dégénéré, qui ne sont plus dans un bon état, mais qu'ils soient dans un bon état ou dans un mauvais état, riches ou pauvres. La réalité est que nous devons les respecter, que nous devons les vénérer. Et c'est très important de les considérer comme fondamentaux. Ensuite, je vais continuer. Les autres karmapas, vous présenter vraiment la vie très brièvement des autres karmapas. Donc Karma Pakshi est né, donc le lieu de naissance est Trigyut Sakto. Donc le père s'appelle Tsotatratang et la mère Sangsa Mangi, et l'année de naissance c'est la tigre de feu mâle en 1206. Donc il y a des divergences sur l'année de naissance de Karma Pakshi. Et ces divergences sont que Shamar Kangche Wangpo dit que 24 ans après la mort de Dusum Khenpa, dans l'année du Ra, Karma Pakshi est né et vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. Cependant, puisque l'année est l'élément et l'année de naissance de Ranjung Dorje est très claire, il est possible qu'ils aient compté, comme c'est le cas parfois chez nous en tibétain, que une année, en fait, tous les 6 mois comme étant une année. Et dans ces cas-là, mais sinon 24 ans, ça fait quand même trop long par rapport à la date de décès de Dusum Khenpa. Donc dans les annales bleues de Shemang Sonam Gyaltsen et de Golot Sawa, c'est aussi très clairement écrit qu'il serait né en 1204, Karma Pakshi. Cependant, Goshi Peljo Donjo dans Migyo Dorje Paotsung Lachengwa et Karma Tseni Palsang, ainsi que la majorité des spécialistes de Karma Kamsang disent que Karma Pakshi est né dans l'année du tigre de feu. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, ce qui correspond à l'année 1206. Quoi qu'il en soit, entre Dusum Khenpa et Karma Pakshi, il y a une bonne dizaine d'années, et c'est très clairement indiqué. Donc l'intervalle qu'il y a entre un précédent et un futur karmapa, c'est ces 10 années, c'est cette différence qu'il y a entre la mort de Dusum Khenpa et la naissance de Karma Pakshi. Important que vous le sachiez tous. Donc Ranjung Dorje, le troisième. Donc il est né à Kichongdong et la ville de Tromsø. Ça c'est avec un accent, c'est avec l'accent chinois, mais je ne sais pas quel est l'orthographe en tibétain. En chinois c'est très clair.
Donc, il y a le nom du père, le nom de la mère, et l'année de naissance, et sa durée de vie. Et il n'y a rien d'important aussi pour l'année de sa mort, etc. Donc, il est décédé à la mi-journée, le 14e du 6e jour du mois lunaire du lièvre terre femelle, à Akshandu. Donc, dans la contrée de l'ouest, il y a de gauche, il y a deux capitales. Il y a Chengdu, il y a Chengdu et Chengdu. Donc, si je ne me trompe pas, Chengdu, c'était la capitale ancienne et maintenant la Chengdu, c'est la nouvelle capitale. Donc, il est décédé dans l'ancienne capitale, à Chengdu, à la mi-journée, à midi, le 14e jour du 6e mois lunaire. Et il est décédé alors que beaucoup de monde ont pu le voir en train de partir. Aussi, c'est aussi la même chose pour Karmapa Yeshidoji quand il est décédé. Il est né en pleine journée. Il est aussi décédé en pleine journée à la vue de tout le monde. Donc c'est ce que l'on raconte, c'est ce qui est écrit dans le. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai beaucoup de coupures de son, mais. Ensuite, le quatrième Karmapa, Replay Dorje. Donc le lieu de naissance, à Chamdo, il est né dans le Chamdo, à Lanka, et pas besoin de trop expliquer dessus. Et Deshin Chekpa est né dans la région de Chun, dans la Nyangdong Song, c'est là où il est né. Donc le père et la mère, vous pouvez lire. La date de naissance, il est né en 1384. Son nom monastique, Chopel Zangpo. Et c'est l'empereur Ming qui lui a donné le nom, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il lui a donné le nom de Deshin Chekpa. C'est pour ça qu'il était devenu célèbre sous le nom de Deshin Chekpa. C'est pour ça qu'on l'appelle le Karmapa Deshin Chekpa. Il est décédé à l'âge de 32 ans, en 1415. Il est décédé au Potala. C'était à l'époque où il est venu visiter le Potala et il était présent, il est décédé là-bas. Ensuite, Karmapa Tongwadenden, le sixième. Donc il est né aussi dans le Changdo, à Xinjiang. Donc c'est son père, sa mère, Samdo Dorje, Gorosa Pematsu, et il est né en 1416. Il a vécu 38 ans et il est mort en 1453. Et le septième, Shotagamso,
Donc lui aussi né à Chamdo, dans le Chamdo, en 1454. Il a vécu 53 ans. Et en 1506, il est décédé. Et voilà le lieu de naissance du 8e Karmapa. Donc je vous en parlerai un peu plus demain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de lieux de naissance et si j'en parle trop longuement, ça va vous ennuyer. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire d'en parler aujourd'hui, je vous en parlerai demain. Maintenant, si je vous raconte que des histoires et que je ne parle pas des prières et des autobiographiques, je terminerai pas. Donc, dans le premier Namtar, les bonnes actions, la première des 33 activités, des 33 activités est très en lien avec le premier quatrain de l'autre prière qui s'appelle il a cherché pleinement, ou le Dhammema, on appelle Dhammema. Donc, lorsque Mikyo Dorje vivait à Rio, il a offert cette prière à son tuteur, Karma Chenepa. Mais Karma Chenepa a dit non, moi je n'ai pas toutes ces qualités. Alors il s'est dit je vais la réoffrir à Mikyo Dorje et il lui a donc offert à son propre disciple Mikyo Dorje. Et c'est ainsi que Shamar Köncholela, c'est ce qu'écrit Shamar Köncholela dans son commentaire de Dhammema. C'est un petit peu la même chose qui s'est produit avec Rendawa et Tsongkhapa. Rendawa avait offert Tsongkhapa avait offert à son maître Rendawa une prière de louange et que Rendawa a réoffert à nouveau à son tour à Tsongkhapa en pensant qu'il avait des qualités supérieures. Dans la biographie du 8e Karmapa, il y a un commentaire complet de cette prière par Pautuna Trengwa. Aussi, Situ Penchen, le 8e Situpa, a aussi écrit un petit commentaire sur cette prière d'Amema. Je me suis trompé, mais je vais peut-être un peu trop vite là, sur l'ordinateur, d'ici sa santé. Donc le plan de cette prière se divise en 9 sections. Donc la première section, c'est selon le plan qu'a fait le 5e Shamarpa, la manière dont il a commencé, la manière dont il est d'abord entré dans l'enseignement lui-même, puis il a amené les autres. Et le texte lui dit, il chercha pleinement l'essence infaillible des enseignements du guide sans rival. Il eut la discipline qui amène au résultat final et pratiqua l'enseignement jusqu'à la perfection. À lui, j'adresse ma prière. Donc, pour vous expliquer le sens en bref de ce quatrain, Pautuna Trengwa dit, il n'a pas simplement cherché l'enseignement, le nom par les mots, mais il a véritablement cherché l'essence de l'enseignement, tel qu'il est. Il a dit que c'est le sens de cette première section, de cette première stance. De la même manière, donc lorsque Mikyo Dorje pratiquait le Dharma, et il ne voulait pas simplement avoir une compréhension intellectuelle ou simplement des mots de l'enseignement, mais il voulait aussi, et pas avoir une simple confiance en l'enseignement et en les mots du Bouddha, mais il voulait, par sa compréhension, par son analyse, comprendre et pratiquer le Dharma.
et aussi s'appliquer à la discipline sans aucune faute. Donc, quand on lui demandait comment vous pratiquez, comment vous accomplissez le dharma, donc dans quel ordre vous vous êtes appliqué à la pratique du dharma, il dit pour les individus aux yeux des individus aux yeux des individus ordinaires, j'ai appliqué le dharma du Vinaya, l'enseignement du Vinaya, et c'est ce qui fait donc référence aux vœux de libération personnelle. Donc, j'ai été donc c'est rentrer dans l'enseignement, c'était la prise des vœux de novice, et l'accomplissement de l'enseignement, c'était la prise de vœux des vœux de moine pleinement ordonné. À l'âge de 7 ans, il prit les vœux de moine à l'âge de 7 ans et prit les vœux de Sojong. Et c'est le nom qu'il reçut à l'époque, c'est Shurak Pelzampo. À ce moment-là, Gyaltsab Tashi Namgyel et son entourage, j'ai pas le temps aujourd'hui de parler de Gyaltsab Tashi Namgyel et mais peut-être que plus tard, dans les jours qui vont venir, je vous en parlerai un peu. D'une manière générale, Goshi Peljor Tondru, et donc c'est la réincarnation de Goshi, c'est la réincarnation des Gyaltsab Rinpoche, et c'est Gyaltsab Tashi Peljor qui reçut pour la première fois le nom de Gyaltsab, c'est-à-dire régent. Ensuite, lorsque Mikyo Dorje a pris les vœux de moine, il est pris à Tengedong, et c'est un lieu particulier très important dans l'ennemi Karma Kamsang. Et si demain j'ai du temps, je vous en parlerai de Tengedong. J'essaierai de vous faire une présentation de Tengedong. Parce que c'est un lieu particulier de Karma Kagyu. Et beaucoup de gens maintenant ne savent pas ce que c'est. Donc pour cette raison, je me suis dit que ce serait bien que je vous parle un petit peu. Donc c'est avec Gyaltsab Rinpoche qui prit les vœux de moine, et à l'âge de 14 ans, la première à 14 ans, oui. En fait, avec Gyaltsab Rinpoche, il prit les vœux du renoncement. À 14 ans, avec Gyalpa Rinpoche, il prit les vœux de novice, et à 21 ans, il prit les vœux complets. C'est grave. Donc le lieu qui s'appelle le Stupa de Genjo Dampa, c'est l'endroit où la plupart des Karmapas prennent leurs vœux. Et c'est moi j'ai plein de coupures de son, donc j'arrive à entendre que la moitié de ce que dit sa sainteté, donc c'est un peu compliqué. Donc, Mikyo Dorje a pris donc les vœux de pleine ordination avec un Khenpo, si j'ai bien compris, qui avait 7 ans, une centaine d'années, qui était très âgé, et il a pris les vœux donc dans cet endroit particulier, et il y avait aussi avec lui 7 moines pleinement ordonnés pour faire l'ordination.
Et je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Et je continuerai demain. Et je pense que demain, je vais vous parler de choses qui sont un petit peu ennuyeuses. Parce que je vais vous parler de comment se séparer des mauvais amis. Et ça a été très difficile pour le 8e Karmapa, à quel point il a eu des difficultés. Comment toutes ses possessions, tout est dépassé sous les mains de ses serviteurs et de ses attendants. Et quand je lis la biographie du 8e Karmapa, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à ma propre vie, parce que quand je vois la vie de Mikyo Dorje, je me dis, oh, mais c'est arrivé à l'époque de Mikyo Dorje, et ça m'arrive aussi à moi aussi, la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait donc ça pourrait être utile que je mélange à la fois ma propre vie et celle de Mikyo Dorje, parce qu'elles sont très proches. Je ne vais pas non plus trop en dire, mais sans la moindre honte, je pense que je pourrais un petit peu parler de ma propre vie.